Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour professeur Sogbo Ossou, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Professeur Etotépé Sogbo Ossou, vous êtes une spécialiste en conservation de la faune sauvage, vous êtes originaire du Bénin et vous êtes reconnue pour votre expertise en biodiversité et en gestion des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Vous êtes actuellement directrice du département environnement et de l'école doctorale à l'Université Saint-Gor d'Alexandrie, où vous dirigez des programmes axés sur la recherche et le renforcement des capacités en gestion de l'environnement. Voilà pour cette brève introduction. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter peut-être un petit peu plus en détail et puis vous nous présenter l'Université de Saint-Gor et le rôle que vous y jouez notamment. Merci, professeur. Bonjour, merci de me recevoir sur ce podcast. Je suis Etotépé Soboroso, donc comme vous l'avez dit, ingénieur agronome forestier de formation de base, passionné donc depuis toujours par la nature et titulaire d'un doctorat, d'un PhD en Conservation Biology. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, actuellement directrice du département environnement et de l'école doctorale à l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte. Alors, l'Université Senghor, c'est une université, comme vous l'avez déjà dit, qui est basée à Alexandrie et pas au Sénégal, comme beaucoup le pensent en entendant ce nom. Et c'est un des quatre opérateurs directs de la francophonie qui a été créé en 1989 par les chefs d'État et dont la mission est de former en français des cadres créatifs capables de relever les défis du développement durable en Afrique. Et donc, on forme des professionnels essentiellement à Alexandrie dans quatre grands domaines qui sont la culture, l'environnement, le management et la santé. Et on a un domaine transversal qui est la gestion des crises et des risques. Et depuis 3 ans environ, on a une école doctorale. Et il faut noter en fait que l'université ne se limite pas à Alexandrie. Mais nous avons des campus dans 12 pays environ en Afrique et un pays en Europe. Nos campus étant en fait des partenariats avec des institutions pour des formations à nos standards. Et mis à part ces formations-là, on a plusieurs formations, le master donc et le doctorat. On a plusieurs formations courtes, des certificats en présentiel ou en ligne, des diplômes d'université. Et dans le domaine de la conservation, je ne vous apprends rien. On a les MOOC qui est le DU en gestion des aires protégées avec l'UICN et voilà un peu. Et donc, moi, en tant que directrice du département environnement, je dois gérer le département, identifier les professeurs et experts qui doivent intervenir, gérer les emplois du temps, les étudiants aussi parce qu'ils sont loin de leur pays d'origine, créer des formations, établir des partenariats et à peu près la même chose aussi au niveau de l'école doctorale. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre première question. Merci, professeur, pour cette entrée en matière. On comprend à travers ce que vous venez de nous dire que l'Université Saint-Gor contribue fortement à la conservation de la nature sur le continent africain. Vous venez de parler j'ai entendu le mot partenariat, c'était justement une de mes questions. Est-ce que l'université agit seule dans sa mission de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion de l'environnement ou est-ce qu'elle, comme on l'imagine, travaille avec des partenaires? Et si oui, avec lesquels? Oui, donc on travaille avec des partenaires. Nos campus, c'est du partenariat, donc avec des universités et avec des universités dans les pays d'Afrique, surtout d'Afrique de l'Ouest et du centre. Et
la richesse du partenariat, c'est vraiment loin l'un de nos points forts. Et dans le domaine de la conservation, l'UICN est notre principal partenaire et c'est le partenaire depuis le départ. D'ailleurs, le master en gestion des aires protégées a été créé avec l'UICN dès le départ. Et on a aussi des partenariats, mais plus ponctuels avec plusieurs ONG actives dans le domaine de la conservation, surtout pour accueillir nos étudiants en stage. Et on reste toujours ouvert au partenariat. Le domaine en gestion de l'environnement, par exemple, là, c'est beaucoup, les formations, ça va être beaucoup avec l'IFDD. Et puis, sur le terrain aussi, pour les formations courtes, on établit des partenariats avec des institutions. On a travaillé avec les Nations Unies, par exemple, pour faire une formation au Burundi, avec des mairies au Bénin. Donc, voilà, ça, ce n'est pas des partenariats forcément sur le long terme, mais c'est pour des actions ponctuelles. Et ça, nous en avons aussi beaucoup. Et au niveau de l'université en général, il y a l'AFD, il y a beaucoup de projets qui sont financés, par exemple, par l'AFD, l'OIF, beaucoup de formations aussi avec l'OIF. euh, Juste pour vous donner un exemple, en fait, de ce que nous faisons en termes de partenariat. Merci. Très intéressant. On sait que enfin, que le continent africain a des défis de taille, notamment en raison de la lutte contre le changement climatique et puis la perte de biodiversité. Euh, Comment l'université adapte ses programmes, en fait, son contenu, la façon dont elle délivre ses formations, justement pour répondre aux défis actuels? Alors, je peux dire que l'une des forces justement de l'Université Senghor, c'est notre flexibilité et l'accent que nous mettons sur les activités extra-académiques. Depuis quelques années, par exemple, nous avons introduit la fresque du climat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Ouais. c'est un jeu pour sensibiliser contre le changement climatique et on le déploie pour sensibiliser, oui, aux enjeux du changement climatique et nous le déployons au niveau de nos étudiants, au niveau de chaque promotion. Et au cours de certaines de nos formations en Afrique et en Europe, et aussi pour le public égyptien. Donc, on l'a fait on le fait dans des écoles et on espère le développer encore plus. Et il y a des activités aussi comme la simulation de la COP climat qui sont organisées avec chaque promotion. Il y a des conférences qui se font. euh, Quand on a eu l'opportunité, nos étudiants ont participé à la COP climat en 2022. On a des conférences avec des experts sur différents sujets liés au changement climatique, à la perte de la biodiversité. Les étudiants eux-mêmes animent des conférences et tout. Quand il y a des journées internationales, par exemple des forêts et tout ça, ils préparent des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux pour sensibiliser. Donc oui, voilà un peu ce qu'on fait pour relever, en fait, améliorer notre contribution et répondre à ces défis et aider nos étudiants à contribuer à répondre à ces défis. Merci, professeur. Vous y avez un petit peu répondu, mais c'est vrai que nous, chez MOOC Conservation et Youth Conservation, on est vraiment partisans d'un engagement et de pouvoir favoriser le passage à l'action. Et justement, est-ce que l'université développe des initiatives spécifiques qui encouragent l'engagement des étudiants dans la protection de l'environnement et leur passage à l'action, en fait, au-delà de l'aspect purement académique? Oui, parce que tout ce que je viens de dire, c'est pas qu'académique. Si, par exemple, on va dans une école faire la fresque avec des enfants et tout ça, je pense que c'est pas vraiment académique. Mm. C'est voilà, on aide d'autres personnes. Et au sein de l'université aussi, par exemple, déjà dans nos programmes, on encourage beaucoup l'innovation. Quand le premier semestre de la formation en master, ici, les étudiants doivent travailler sur un projet, on y réalise un espace, c'est pour encourager l'innovation. Et dans ce cadre, beaucoup vont créer des choses qui sont en rapport avec le développement durable, qui sont en rapport avec la conservation, quel que soit le département dans lequel ils sont. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et
Les étudiants, on travaille par exemple sur un plan campus durable pour l'université. C'est quand même des choses qui sont un peu concrètes et on les encourage. Là, actuellement, le débat est en cours pour voir un peu comment réduire complètement l'utilisation du plastique au niveau de l'université et tout. Donc, c'est un peu, je vais dire, c'est un peu ce qui se fait sur place à Alexandrie. C'est pas toujours facile d'aller à l'action. C'est vrai, c'est facile de donner des conseils aux autres et tout. Euh, mais je crois qu'on met de plus en plus l'accent sur ça et j'espère fortement que les choses vont changer au fur et à mesure. Merci, professeur, pour votre réponse. J'avais une autre question qui concernait, vous en avez aussi un peu parlé, mais quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux défis qui sont liés à l'intégration de la conservation durable dans l'éducation supérieure et comment l'université aborde-t-elle ces défis? De façon générale, les défis sont divers, hein. C'est peut-être le manque ou la limitation de moyens techniques et financiers, la résistance au changement et tout. Mais je vais dire qu'à l'université Senghor, au moins déjà, on est conscient du fait qu'il faut adapter un certain nombre de choses et tout pour rendre l'université plus durable et tout. J'ai parlé du plan campus durable qui a été élaboré par les étudiants. Euh, il y a des endroits, il y a des domaines dans lesquels ce n'est pas évident que on n'a par exemple pas un personnel fixe. Le personnel enseignant nous vient de partout et donc forcément, il y a beaucoup de voyages et tout, beaucoup de voyages. On va parler d'empreinte carbone et tout. Euh, des fois, on a des formations en ligne, ça permet de diminuer. Mais sur ce volet, par exemple, on ne peut pas faire grand-chose. Mais au niveau de l'université, je vais dire qu'on réfléchit, on a des moyens, mais on n'a pas forcément de grands moyens. Mais par rapport je vais dire, à la hauteur de nos moyens, on essaie quand même, euh, autant que possible, on pense recyclage quand vous venez ici. On sépare les déchets au moins à la collecte, c'est séparé. Ce que ça devient pour l'instant, c'est pas vraiment de notre ressort, mais à la collecte, c'est séparé. Et j'ai donné l'exemple des plastiques qu'on essaie aussi de diminuer parce qu'on en consomme beaucoup, on en utilise vraiment, vraiment beaucoup. Et là, on essaie de faire des efforts pour diminuer certains. Ça passe avec certains, avec d'autres, c'est plus compliqué, mais c'est un processus. Je pense que le changement de comportement, c'est difficile de l'avoir euh, tout d'un coup et tout. C'est un processus et on est quand même engagé dans ce processus-là. Et on essaie aussi de développer des partenariats. Ça permet d'avoir un peu plus de moyens pour mieux intégrer ces aspects-là dans notre fonctionnement de tous les jours. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, je dirais. Merci, professeur. Bah, justement, c'était ma question un peu suivante, mais aujourd'hui, vous avez un peu de recul, vous avez, par rapport aux promotions, à tout le réseau des alumni, est-ce que est-ce que vous pensez que la formation que vous dispensez à Saint-Gor a un impact positif sur le terrain? Vous avez peut-être des histoires ou des success stories à nous partager d'anciens étudiants qui ont monté des projets, qui se sont lancés. Voilà, est-ce que c'est toujours difficile, comme vous dites, les mentalités mettent du temps à changer, les comportements, voilà, c'est long pour faire évoluer, mais est-ce que quand même vous pouvez arriver à mesurer un impact, voilà, de votre formation sur le terrain? Oui, je vais dire, on forme, on forme pour avoir un impact et déjà en tant qu'enseignante, la satisfaction, c'est de voir des personnes que j'ai formées réussir, de les voir sur le terrain, de les voir travailler dans les aires protégées et créer des ONG. Et ça, il y en a. L'Université Saint-Gorge, j'y suis depuis 3 ans, et donc j'ai mené une promotion à terme et je suis sur
sur la deuxième promotion et tout. Mais oui, on a déjà plusieurs qui sont actifs au niveau des ONG, ça, je les vois, et qui occupent des postes soit à la recherche ou en lien avec les communautés et tout ça, qui travaillent sur le terrain. Et ça, c'est l'impact que nous avons. Et l'université est souvent fière de parler aussi de ses alumni qui sont à des postes importants dans des organisations internationales. À l'UICN, on en a au niveau de Biopharma, il y a toujours une alumna de l'université. Au niveau d'institutions comme l'Union africaine, la BAD et tout, on a des alumni et tout. Donc, c'est comme ça qu'on mesure en fait notre impact sur le terrain. Il y en a qui ont créé des ONG et qui sont actifs dans ces ONG-là. Et donc, quand on regarde ça, je ne peux pas dire que... Et des fois, comment est-ce que je peux dire? Des fois, ils rendent témoignage. Euh, Ils reconnaissent la place que l'université a jouée, en fait, dans leur promotion sur le plan professionnel, dans l'impact qu'ils ont sur le terrain au niveau des communautés qui vivent autour des aires protégées, qui doivent bénéficier de ces aires protégées et tout. Oui, et nous, au rendez-vous de la conservation, on a eu la chance et le plaisir euh, de pouvoir s'entretenir avec certains de vos alumni. Donc, on peut aussi confirmer de l'impact positif que vos formations ont sur le terrain et de voilà, de toute l'énergie après qui a été, qui a émergé et qui continue à se déployer après cette formation. Professeur, on arrive un peu à la fin de notre entretien. Moi, j'avais peut-être deux dernières questions. La première, ça serait quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui à ceux qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans le domaine de la conservation de l'environnement et qui voudraient postuler à l'Université Saint-Goor ou d'ailleurs dans toute autre université internationale? Ben, si quelqu'un a envie de travailler dans le domaine de la conservation, de la gestion de l'environnement de façon générale, je vais juste l'encourager à y aller. Ce n'est pas un milieu si difficile. Et d'ailleurs, l'autre chose, c'est que aujourd'hui, c'est une urgence. On sait que c'est important. Et l'une des cibles du nouveau cadre mondial de la biodiversité est de protéger d'ici 2030, donc, d'ici 6 ans, 30% de tous les écosystèmes, qu'ils soient terrestres, marins, aquatiques, et on serait actuellement à un peu moins de 20% des terres et 10% des mers qui sont protégées. Ça veut dire qu'il y a du travail et on a besoin de personnes engagées. Donc, si quelqu'un a envie de le faire, qu'il vienne. Je crois que les opportunités sont là et qu'il qu'il postule et quand on postule, on a, d'ailleurs, c'est comme le dit l'adage, c'est quand on ne demande pas la réponse est non. Donc, il faut y aller, il faut essayer. Si ça ne marche pas la première fois, il faut réessayer, mais il y a de la place et tout. Faut juste pas venir juste pour des intérêts égoïstes, mais venir parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de contribuer à changer les choses. Et je pense que le besoin existe toujours et reste important surtout sur le continent africain. Donc, je vais juste les encourager tous à venir, on les attend. J'espère que vos encouragements seront entendus. Et puis peut-être juste pour terminer, un dernier message, notamment pour tous ceux qui ont été en fait formés, donc toute la communauté des alumni de Saint-Goor. Voilà, est-ce que vous aviez un dernier message à leur faire passer pour ceux qui nous écouteraient aujourd'hui? Ah, je leur demanderai juste de continuer à se battre, de continuer à montrer qu'ils sont capables et de continuer à travailler pour faire une différence significative sur le terrain, parce que c'est pour ça que des moyens énormes ont été mis pour leur formation. Et je leur souhaiterais aussi bon courage, beaucoup de courage, et pas seulement aux alumni, mais à tous ceux qui sont actifs dans le domaine de la conservation. Je crois que nous ne pouvons pas vivre sur une terre qui serait très dégradée et je pense que nous sommes les plus vulnérables comparés à plusieurs autres espèces et tout.
on sera les plus vulnérables à une très grande dégradation de notre milieu de vie. Et donc, bon courage à tous ceux qui travaillent à faire de cette terre un monde meilleur pour tous. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour votre temps aujourd'hui et puis pour votre témoignage qui, j'en suis sûre, va inspirer nos auditeurs. Je vous souhaite une très Merci. bonne journée. Merci. Bonne journée aussi. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.